Le gouvernement invisible qui te dirige, inconnu, mais dont tu sais l'existence. Qui, même dans la plus libérale des démocraties, n'est pas élu, qui, même dans les gouvernements les plus changeants, demeure, qui, même dans les pays les plus multipartites, reste au pouvoir, peu importe qui gagne l'élection. Nous ne parlons pas de grandes conspirations, mais plutôt de quelque chose de très banal et qui existe déjà depuis des milliers d'années. Faites sa connaissance, le puissant et discret Deep State ou État profond en français. Souvent, beaucoup de gens parlent entre du Deep State par-ci et du Deep State par-là, comme s'il s'agissait d'un scénario de film de mystère et d'intrigue, mais ce n'est pas le cas. C'est quelque chose de plus simple que ce que les gens imaginent, mais ce n'en est pas moins influent et puissant. Mais avant d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Et pensez aussi à nous suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Telegram, pour rester au courant des nouveautés de la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que la chaîne Géopolitique Mondiale continue d'exister. Je suis Géopolitique Mondiale, bienvenue sur la chaîne. Quand on parle de l'État profond pour les plus âgés, ce qui vient à l'esprit, c'est le gouvernement secret. Comme X-Files, une série des années 90 sur les théories du complot qui a marqué la pop culture. Le gouvernement parallèle qui décide et influence depuis l'ombre et, parfois, élimine même d'éventuels opposants. Ainsi, le concept d'État profond est souvent utilisé par les conspirationnistes pour justifier une quelconque anomalie, ou alors il est utilisé comme moquerie par les sceptiques. Et d'une certaine manière, les deux côtés ont à la fois raison et tort en même temps. L'État profond désigne ce groupe de bureaucrates et responsables, occupant des postes stratégiques au sein du gouvernement. C'est tout. Mais ne sous-estime pas ce « c'est tout », parce que ce « tout » est déjà énorme. Et comme ils sont des fonctionnaires, ils ne sont pas élus par des processus électoraux. Et, comme ils occupent tôt des postes stratégiques, ils ont le pouvoir de faire avancer ou bloquer la machine publique. Parce qu'ils sont là depuis longtemps et qu'ils ont acquis beaucoup d'expérience et de réseaux de contacts, ils possèdent beaucoup d'influence. Et en tant que bureaucrates, ils n'attirent pas l'attention du public. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas simplement les remplacer. Je ne parle pas seulement du capital social et politique qu'ils possèdent grâce à leurs connexions et réseaux de contacts, mais ce sont eux qui connaissent les détails administratifs de l'État. Imaginez si, à chaque élection, le président du pays en question. Le Brésil devait alors remplacer toute l'administration de la police fédérale, de l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables, ou de la Banque centrale. La machine publique perdrait au moins 1 an rien qu'à sélectionner de nouveaux employés, puis encore 1 année à les mettre au courant de la situation. Et même ainsi, beaucoup d'informations et de données seraient perdues pendant ce transfert et finalement, tout le mandat de ce gouvernement finirait perdu à cause du temps. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. L'État profond, il faut apprendre à vivre avec lui. Les dirigeants du gouvernement remplacent parfois ponctuellement 1 ou 2 membres de l'État profond. Mais tout ce système, ce n'est tout simplement pas possible à faire. C'est quelque chose d'irréel. Et tous les pays ont cette caste de fonctionnaires administratifs, des dictatures jusqu'à la plus libérale des démocraties. Des petits pays jusqu'aux plus grands, que ce soit en taille territoriale, en économie ou en population, ils sont ce que l'on peut appeler une force inévitable de la géopolitique. Non pas parce qu'ils font partie de quelque chose qui a été planifié comme une conspiration, mais parce qu'ils sont une conséquence de l'existence même de l'État. La bureaucratie existera toujours car c'est elle qui organise les chiffres, les données, la fluidité et la dynamique de l'État. Il est sans clair que chaque pays a sa propre bureaucratie, plus ou moins efficace. Donc cet État profond prendra des formes différentes selon chaque pays. Ces fonctionnaires permanents organisent l'État et, sans eux, peu importe à quel point, le président, le roi, le premier ministre, l'empereur ou toute autre autorité est compétente, il ne pourra pas gouverner. Eh bien, s'ils veulent entraver le gouvernement, ils réussiront aussi à le faire. Ne confondez pas non plus l'État profond avec les élites d'un pays. Même si, dans certains cas, il peut y avoir un lien, ce sont des choses différentes. La puissance de l'État profond et de ses bureaucrates est telle qu'ils finissent souvent par dominer leurs conquérants. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, ce que nous pourrions appeler l'État profond serait constitué des scribes et de certains prêtres.
Tout comme en Chine, jusqu'à la révolution de 1911, il s'agissait des mandarins et des eunuques. Et d'une certaine manière, ils ont été responsables du fait que ces deux civilisations aient duré des milliers d'années. Lorsque l'ancienne Égypte a été conquise par les Nubiens, les Hyksos, les Assyriens et même plus tard par les Grecs, l'héritage culturel et civilisationnel des Égyptiens n'a pas été effacé grâce aux scribes. Les envahisseurs étrangers, en traitant avec l'Égypte, qui était une nation extrêmement complexe, dès qu'ils conquéraient singulier la région, se retrouvaient sous une énorme pression. Comment gérer une société avancée sur un territoire complexe? Où produisait-on la nourriture? Où la stockait-on? Combien de temps les réserves alimentaires allaient-elles durer? Combien de personnes allaient être nourries? Tout cela était très difficile à savoir, et seuls les scribes qui contrôlaient les documents et les registres officiels connaissaient pantoler ces chiffres et comprenaient cette organisation. Les tuer, les emprisonner ou les éloigner signifierait administrer cette région à l'aveugle, ce qui est invivable. Alors, les conquérants renversaient de mots les élites, mais gardaient entre les scribes, et les scribes, eux, contrôlaient cette colonne vertébrale de l'Empire. Ils parvenaient alors, petit à petit, disons, à égyptianiser les étrangers en imposant progressivement des normes bureaucratiques, des comportements et des protocoles à suivre. Donc avec le temps, les conquérants étrangers finissaient en réalité par suivre les rites et le mode de vie des Égyptiens. Perse antique. Le système d'administration publique des Achéménides était si efficace que seuls les administrateurs et les bureaucrates perses pouvaient voir et comprendre tout ce qui se passait à l'intérieur de l'Empire, qui à son époque était le plus grand du monde. Donc, par conséquent, c'était une tâche colossale, surtout à une époque sans télécommunication. Les élites liées à la noblesse militaire, ainsi, préféraient se concentrer sur la guerre et laisser bêta ses affaires, mais tu en as plus choquantes, donc sans choquantes. Les administrateurs bureaucrates perses étaient aussi efficaces que la gestion de l'Empire dépendait d'eux. Bureaucrats. À l'exception de l'Égypte, où, bien qu'elle ait été conquise par les Perses, sa structure étatique fonctionnait de manière autonome au sein de l'Empire perse. Ce qui a fait que, lorsque les troupes d'Alexandre le Grand et de son empire hellénique ont conquis la Perse, ils ont fini par devoir maintenir ce corps de bureaucrates, afin de pouvoir maintenir l'économie et la production du tout nouvel empire perse conquis. Et tout comme en Égypte, les Grecs, avec le temps, ont commencé à suivre de plus en plus les rites perses. De sorte que, des années plus tard, certains membres de l'élite grecque se plaignaient que Alexandre et son entourage semblaient un peu de moins en moins grecs et de plus en plus perses. La même chose s'est également produite avec la Chine, comme je l'ai dit plus tôt, dans ce cas avec les eunuques et les mandarins. L'Empire chinois et son territoire étaient aussi vastes que les conquérants, pour pouvoir profiter de leur conquête, devaient maintenir les bureaucrates chinois s'ils voulaient tirer un quelconque bénéfice de cette conquête. C'était littéralement beaucoup de monde. Un territoire continental, une énorme variété de diversité culturelle, et les nomades de l'intérieur de l'Asie, les conquérants traditionnels de la Chine, n'ayant jamais administré une grande partie des populations sur une étendue de terres aussi vaste, n'avaient aucune expérience en administration publique. Ils savaient faire la guerre, mais garder leur conquête était autre chose. Alors, pour éviter de se casser la figure, ils maintenaient en la structure de fonctionnement de l'État ou leur État profond, les bureaucrates chinois. Dans le cas chinois, il y a une particularité intéressante, car dans ce cas, il y avait souvent des rivalités entre groupes pour voir qui serait le plus important. Parfois c'était les mandarins, parfois c'était les eunuques. Les eunuques, pour ceux qui ne le savent pas, sont des hommes à qui on a retiré une partie de leurs organes génitaux. Dans certains cas, seulement le scrotum, dans d'autres, littéralement tout. Mais dans la Chine impériale, ces deux groupes se disputaient souvent pour savoir qui aurait le plus d'influence sur l'empereur. Et grâce à cette structure administrative confucéenne, nous verrons des modèles plus ou moins similaires d'États profonds dans la région où se trouvent aujourd'hui la Corée, le Vietnam et le Japon. Comme pour les cas perses et égyptiens, il en est de même pour la Chine. Les nomades conquérants, avec le temps, en venaient à parler chinois. Ils s'habillaient comme l'élite chinoise et suivaient les rites et protocoles royaux, sous l'influence des bureaucrates chinois. Un exemple frappant de cela est l'Empire mongol lui-même, bien qu'il ait été l'empire le plus proportionnellement puissant de toute l'histoire. Et quand je dis proportionnellement, je veux dire par rapport aux forces de leur époque. Ils ont fini par se croire
que je veux dire quand je parle à nouveau de proportionnellement, c'est en comparaison avec les autres forces de leur époque. À l'époque de l'Empire romain, la différence entre l'Empire romain et les empires parthes ou sassanides, simple variante de l'Empire perse, n'est pas si marquée. La différence de force penchait en faveur de l'Empire romain. C'est vrai, mais de peu. D'ailleurs, lors des fois où les deux empires se sont engagés dans la guerre, les Perses ont eu le dessus, la plupart du temps. Mais à l'échelle mondiale, l'Empire Han en Chine, qui a existé en grande partie à la même époque que l'Empire romain, avait des chiffres qui dépassaient ceux des Romains, de loin, que ce soit en termes de population, de production économique et même avec un certain avantage relatif au niveau technologique, la Grande-Bretagne, aussi puissante soit-elle, a toujours eu un certain équilibre relatif avec l'Empire français ou avec l'Empire russe. Ou pire, lorsque l'Empire allemand est apparu, il a même surpassé les Britanniques. Donc l'avantage britannique était faible comparé aux autres puissances de son époque, mais dans le cas mongol, ce n'était pas le cas. À l'époque de Gengis Khan, il n'y avait aucune nation ou empire qui approchait de la puissance des Mongols. Et même eux ont fini par être conquis par le peuple qu'ils avaient eux-mêmes conquis, les Chinois. Cela grâce aux bureaucrates, qui sont en fait le Deep State. J'ai cité 3 exemples. L'Égypte ancienne, la Chine et la Perse, pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un phénomène récent, mais millénaire. Mais il y a eu beaucoup d'autres exemples au cours de l'histoire. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, tous les pays ont ou ont eu leur propre Deep State. À la Renaissance, le Conseil des 10 à Venise, du XIVe au XVIIe siècle, en est aussi un exemple. Secret de la République de Venise. Créé initialement pour faire face aux menaces de conspiration interne au sein de la République, mais qui, cependant, au fil du temps, a acquis des pouvoirs presque absolus, opérant de manière secrète et discrète et contrôlant des aspects significatifs de la politique vénitienne, souvent sans la supervision du Sénat ou du Doge. Mais alors, nous avons l'époque actuelle, qui est ce qui nous intéresse, et ici nous avons des aspects qui n'existaient pas dans l'Antiquité. Parce que maintenant, avec l'appareil d'État étant bien plus vaste que durant n'importe quelle autre période de l'histoire, cet État profond est devenu bien plus puissant que jamais. Ajoutez à cela le pouvoir des médias et des nouvelles technologies. Et ici, les choses vont prendre une tournure un peu conspirationniste, un peu à la X-Files, parce que c'est quelque chose de réel, mais pas totalement. Et avec l'après-Seconde Guerre mondiale et les chèques en blanc qui ont été donnés au budget militaire de recherche et de renseignement, c'est-à-dire d'espionnage, cela a été porté à des proportions plus grandes et bien plus efficaces que ce qui existait jusque-là. Aujourd'hui, l'État profond n'est pas seulement le bureaucrate qui contrôle les livres du gouvernement, c'est aussi un appareil parallèle de pouvoir à l'État, au sens littéralement militaire. Le président Eisenhower a popularisé ce terme en évoquant le complexe militaro-industriel américain lors de son discours d'adieu en 1961. Il mettait en garde contre l'influence disproportionnée de l'industrie de la défense et des forces armées sur la politique nationale. Je viens à vous avec un message de fuite et d'adieu. Nous avons été contraints de créer une industrie d'armement permanente d'une ampleur considérable. Les conseils de gouvernement, nous devons nous prémunir contre l'acquisition d'une influence injustifiée, qu'elle soit recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. Notre organisation militaire aujourd'hui n'a que peu de rapport avec celle connue par aucun de mes prédécesseurs en temps de paix, ou même par les combattants de la Seconde Guerre mondiale ou de Corée. La montée désastreuse d'un pouvoir mal placé existe et persistera. Nous ne devons jamais permettre que le poids de cette menace mette en danger nos libertés. Seule une population vigilante et informée peut garantir une intégration adéquate. Elle peut imposer le juste équilibre entre l'immense appareil de défense et nos méthodes et objectifs pacifiques, afin que la sécurité et la liberté prospèrent ensemble. Il y a de nombreuses années, j'ai fait ici une vidéo sur l'opération Gladio, qui est littéralement un cas d'état profond. Je mettrai le lien en commentaire épinglé pour que vous puissiez le consulter plus tard. Pendant la guerre froide, les services de renseignement de l'OTAN ont formé des civils et disséminé des armes en Europe occidentale, en espérant que si un jour une invasion par l'Union soviétique avait lieu, ces cellules dormantes commettraient des actes de terrorisme à l'intérieur du territoire occupé par les soviétiques. Jusqu'au jour de l'invasion, ils resteraient là, silencieux, endormis, sans attirer l'attention.
Cela ressemblerait au scénario d'un film ou d'une série, si ce n'était pas le fait que tout cela a été officiellement documenté. L'invasion soviétique n'est jamais venue, mais ce réseau de civils et de militaires n'a jamais été, d'un autre côté, dissous, du moins pas officiellement. Peut-être a-t-elle été abandonnée, ignorée ou existe-t-elle encore? Nous ne pouvons pas le savoir. Mais à part quelques enquêtes menées par certains pays, on ne sait pas vraiment ce qu'il est advenu de ces personnes formées, encore moins avec des armes disséminées partout, qui, évidemment, ont soit vieilli et ne servent plus à rien, parce qu'elles ont été abandonnées. Après plus de 30 ans depuis la fin de la guerre froide, elles ont soit été détournées. Qui sait? Mais au nom de la lutte contre le socialisme soviétique, les militaires, les scientifiques et les espions avaient un budget presque illimité. Aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays de l'OTAN, en Amérique latine et en Asie. Alors que, du côté soviétique, avec ses alliés du pacte de Varsovie, il y avait aussi ce budget presque illimité, ou du moins priorisé. Pendant la guerre froide, toute opération ou recherche, même absurde, a été autorisée des deux côtés. Et, avec autant d'argent déversé par les gouvernements, vraiment beaucoup de choses ont fini par échapper à toute supervision. Ce qui a fait que non seulement beaucoup d'argent a été détourné, mais aussi que des opérations clandestines, ou du moins controversées, ont été menées. Ceux qui croient que c'eût été moins grave en démocratie qu'en dictature se trompent. J. Edgar Hoover, l'un des fondateurs du FBI, qui a dirigé l'agence pendant 38 ans, il utilisait son armée d'agents, ses équipements d'espionnage, son énorme budget et sa liberté pour combattre les communistes afin d'espionner tout le monde. Littéralement tout le monde, y compris les sénateurs, les secrétaires et même les présidents des États-Unis eux-mêmes. On sait qu'il détenait des dossiers compromettants sur chaque personnalité importante de Washington pour les intimider et faire chanter. Si quelqu'un menaçait de le renvoyer ou d'empêcher une opération à laquelle il tenait, il montrait une partie de ce qu'il savait. Littéralement, tous les présidents américains ont fini par s'incliner devant lui. On dit que ces dossiers auraient existé à sa mort. Combien de tout cela relève de la légende urbaine? Nous ne le saurons jamais. Mais nous savons en fait que oui, il avait effectivement toutes les personnalités publiques dans sa poche. C'est un exemple classique de la façon dont l'État profond a plus de pouvoir que le gouvernement élu et officiel d'un pays. Même les sénateurs et le président, malgré leur autorité, finissaient par s'incliner devant lui. Mais c'est probablement bien pire que parce que l'une des rares défaites que J. Edgar Hoover ait subies fut la création de la CIA. Jusque-là, les activités de collecte de renseignements, tant internes qu'externes, étaient menées par le FBI. Et l'idée d'une agence exclusivement dédiée à l'espionnage à l'étranger le dérangeait-elle? Car, au fond, cela impliquerait qu'ils doivent partager son pouvoir. La CIA a choisi une voie concurrente, affaiblissant le FBI. La rivalité entre ces agences était donc forte. Et c'est important à comprendre. Les différentes factions de l'État profond sont en concurrence et se disputent entre elles. Il n'y a rien d'homogène. Mais quand quelqu'un de l'extérieur menace ce système dans son ensemble, alors il se referme et se protège. Le Deep State n'est pas toujours aussi discret que le pouvoir judiciaire et le ministère public au Brésil. Bien que, historiquement, l'exposition excessive d'un secteur du Deep State ait fini par générer des crises politiques et civiles, qui, lorsqu'elles n'ont pas abouti à des ruptures géopolitiques, ont au moins entraîné des changements gouvernementaux drastiques. Avec d'autres secteurs du Deep State sacrifiant alors la partie, disons, exposée afin de maintenir un minimum d'existence du système fonctionnel. Donc le concept de Deep State ou d'État profond n'est pas seulement une théorie du complot. Il représente en réalité une réalité beaucoup plus complexe au sein des structures du pouvoir gouvernemental. Ce phénomène fait, composant de la bureaucratie d'État et des institutions permanentes, il fait preuve d'une grande résilience historique, s'adaptant aux contextes politiques et culturels à travers les siècles. Mais, en même temps, l'État profond a joué un rôle crucial dans le maintien de la continuité administrative, y compris pendant les périodes de graves crises. Alors comprenez que l'État profond est une conséquence et non une planification. Ce n'est pas un ensemble monolithique dominé par un seul groupe, mais composé de plusieurs factions, qui se disputent souvent le pouvoir, l'influence et l'argent dans les coulisses du gouvernement, mais qui coopèrent aussi fréquemment. Ce n'est ni quelque chose de véritablement bénéfique ni maléfique.
Ce serait plutôt comme une force de la nature, dans ce cas, une force de la nature politique, l'une des forces inévitables de la géopolitique. Son existence soulève d'importantes questions sur la nature de la démocratie, la transparence gouvernementale et les limites du pouvoir institutionnel. Mais en même temps, elle garantit un minimum de stabilité, même si, bien souvent, cela se fait de manière controversée. On ne détruit pas l'état profond, au mieux on le remplace par un autre. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur les autres réseaux. Et pensez aussi à devenir membre en rejoignant la chaîne. Vous bénéficierez d'un accès anticipé aux vidéos, ainsi qu'aux contenus et lives exclusifs réservés aux membres, en plus de garantir l'existence de la chaîne. Géopolitique mondiale. À bientôt et à la prochaine vidéo.